en bienvenue sur la chaîne USA Celebrity Legacy. Au cours des derniers jours, l'Amérique a fait ses adieux à plusieurs personnalités remarquables, des icônes dont l'impact se fera sentir pendant des générations. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous honorons leur vie, leurs réalisations et l'héritage qu'elles laissent derrière elles. Si l'une de leurs histoires vous a touché, veuillez envisager de laisser un j'aime pour aider à garder leur mémoire vivante. Merci d'être ici. Maintenant, commençons. D'Angelo, l'auteur, compositeur, interprète et producteur de R&B acclamé qui a donné au soul moderne son cœur, est décédé le 14 octobre 2025 à l'âge de 51 ans. Né Michael Eugene Archer à Richmond, en Virginie, D'Angelo est passé des débuts dans le gospel à la renommée mondiale avec son premier album Brown Sugar en 1995. Sa fusion de soul enraciné dans l'église, de jazz enfumé et de funk a créé le pouls de la néo-soul, lui valant des comparaisons avec Lauryn Hill et Erykah Badu pour avoir redéfini la musique noire dans les années 1990. Sa voix, douce mais inébranlable, a transformé l'intimité en révélation. Et ses chansons sont devenues des bandes sonores d'amour, de lutte et de renouveau. Son album Voodoo de 2000 l'a mené à son sommet créatif, remportant 2 Grammy Awards, dont celui du meilleur album R&B, et offrant au monde Untitled How Does It Feel, un morceau si brut qu'il a redéfini la sensualité dans la musique. Pourtant, la gloire s'est avérée lourde. Pendant des années, il a disparu de la vie publique, une retraite de silence et de recherche de soi. Son retour avec Black Messiah en 2014 a été salué comme une résurrection, politiquement affûté, spirituellement chargé et musicalement intrépide. Bien que discret, l'héritage de D'Angelo est certes profond. Son influence résonne à travers Frank Ocean, Anderson .Paak et Her, des artistes qui ont hérité de son mélange de vulnérabilité et de détermination. Son travail a rappelé aux auditeurs que la soul n'était pas qu'un son, c'était une façon de se sentir vivant. Écrivez 51, son âge, ou Rip D'Angelo, pour vous souvenir de l'homme dont la voix portait à la fois la douleur et la paix, la vérité et la tendresse, le tout en un souffle. Drew Struzan, l'illustrateur célèbre dont les affiches de films peintes en mus à la main sont devenues des icônes du cinéma moderne, est décédé le 13 octobre 2025 à l'âge de 68 ans. De la fin des années 1970 au début des années 2000, l'œuvre de Struzan est devenue indissociable de l'imagination hollywoodienne. Ses affiches pour Star Wars, Indiana Jones, Retour vers le futur, E.T. et Harry Potter ont donné aux cinéphiles leur premier aperçu des mondes cinématographiques qui allaient plus tard définir la culture pop mondiale. Avec un aérographe, un pinceau et une précision remarquable, il a transformé le marketing cinématographique en une véritable forme d'art remplie de profondeur et d'émotion. Né à Oregon City, Oregon en 1947, Struzan a obtenu son diplôme de l'Art Center College of Design à Los Angeles avant de lancer sa carrière avec des couvertures d'albums. Sa percée est survenue en 1977 avec l'affiche originale de Star Wars menant à des collaborations avec des titans de l'industrie comme George Lucas, Steven Spielberg et Guillermo del Toro. Même si les graphiques numériques ont remodelé Hollywood, il est resté fidèle à l'illustration traditionnelle. Son style est enraciné dans l'humanité et la chaleur. Il a officiellement pris sa retraite dans les années 2010, mais a continué à produire des œuvres en édition spéciale pour les galeries et les collectionneurs. Sa signature est instantanément reconnaissable dans le monde entier. Laissez un hommage, écrivez 78, son âge, ou Rip Drew Struzan pour honorer l'artiste dont le pinceau a donné aux légendes du cinéma leur éclat éternel. Jimmy Shaw, l'acteur célèbre pour sa carrière bilingue au cinéma et à la télévision, est décédé le 11 octobre 2025 à l'âge de 59 ans. Largement connu pour avoir joué Matthew dans L'Assesia Vina, Shaw a apporté une chaleur naturelle à la série qui a rendu son personnage instantanément reconnaissable. Son humour subtil, son sens du rythme constant et son style discret ont fait de lui un favori des fans dans les foyers espagnols et un nom respecté dans les cercles d'acteurs européens et américains. Au cours de sa carrière, Shaw est apparu dans une large gamme de productions,
notamment El Ministère d'Elto, Kentapasso et à Perfect Day, il s'est démarqué non pas par l'éclat mais par l'authenticité, chaque rôle étant marqué par le même réalisme discret qui définissait son art. Au-delà de l'écran, il a encadré de jeunes acteurs, les encourageant à poursuivre la performance avec intégrité plutôt qu'avec ambition. Né à Los Angeles en 1966, Shaw a commencé comme artiste de scène avant de trouver sa maison artistique à Madrid. Ses collègues parlaient souvent de son esprit calme, de sa discipline et de son dévouement au travail lui-même plutôt qu'au projecteur. L'héritage de Jimmy Shaw perdure à travers les moments de vérité qu'il a laissés derrière lui et qu'à lui, des scènes rappellent aux téléspectateurs que le meilleur jeu d'acteur parle doucement mais reste avec vous. Écrivez 59, son âge ou RIP Jimmy Shaw pour honorer un homme qui a construit un pont entre deux mondes grâce au talent, à l'humilité et au cœur. Diane Keaton, l'actrice et réalisatrice oscarisée qui a défini l'individualité et l'intelligence à Hollywood, est décédée à 69 ans. Elle est décédée le 11 octobre 2025 à son domicile de Los Angeles, entourée de ses enfants et de ses proches. Son publiciste a confirmé son décès. Au cours de 6 décennies, Mzelle Keaton a bâti l'une des carrières les plus admirées du cinéma américain. Son rôle déterminant dans Annie Hall, 1977, lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice et a transformé à jamais le genre de la comédie romantique. Avec son esprit décalé, sa vulnérabilité et son style naturel, elle est devenue un symbole d'authenticité. Quelqu'un qui pouvait être brillant et imparfait à la fois. Avant Annie Hall, elle a bâti ses fondations grâce à des collaborations avec Woody Allen, notamment Play It Again, Sam, 1972, puis a stupéfié le public dans le rôle de Kay Adams dans la série Le Parrain, un rôle qui a révélé sa puissance dramatique. Ses performances ultérieures, nominées aux Oscars, dans Reds 1981, Marvin's Room 1996 et Something's Got to Give d'Onassil Trui ont reflété sa rare capacité à équilibrer l'humour, la tristesse et la vérité. Ses films plus tardifs, Baby Boom, Father of the Bride, The First Wives Club et The Family Stone, la maintiennent au cœur de la narration américaine. Même dans sa 70e année, elle a apporté sa chaleur et son humour caractéristique à Book Club 2018 et Mac and Rita 2022, inspirant des publics de tous âges. Tout au long de sa vie, Madame Keaton a été ouverte au sujet de ses luttes contre le cancer de la peau et la boulimie qui ont toutes deux façonné sa vision du monde. Diagnostiquée d'un cancer de la peau à 21 ans, elle a fait de la protection solaire une partie de son identité, portant souvent des chapeaux à large bord, non seulement pour la mode, mais aussi pour la santé. C'est une affaire de famille, a-t-elle déclaré au Los Angeles Times en 2015, se souvenant de parents qui avaient lutté contre la maladie. Plus tard, après avoir été traitée pour un carcinome épidermoïde, elle a utilisé son expérience pour encourager les autres à rester vigilants. Sa franchise s'est étendue à son trouble de l'alimentation. Après avoir été poussée à perdre du poids au début de sa carrière, elle a passé des années à lutter contre la boulimie avant de se rétablir. Tout ce que je faisais, c'était satisfaire ma faim. J'étais une dépendante, a-t-elle déclaré à l'émission du Dr Oz en 2014. Dans ses mémoires de 2011, elle a écrit « Je fais partie d'un groupe, des gens qui ont mené cette bataille, je suis une sœur pour eux ». Dans sa cinquantaine, elle a adopté Dexter et Duke, les élevant comme une mère célibataire dévouée. « Je n'avais pas besoin de me marier », a-t-elle dit un jour, « j'avais juste besoin d'aimer ». Sa fille Dexter a épousé le musicien Jordan White, tandis que Duke a mené une vie plus tranquille loin des projecteurs. Sa famille a partagé que dans ces dernières années, elle a trouvé la paix dans des routines simples, la lecture, la restauration de maisons historiques et le temps passé dans son jardin avec ses enfants. Le décès de Diane Keaton laisse un vide irremplaçable, mais son rire, sa sagesse et sa grâce perdurent dans chaque rôle qu'elle a joué et dans chaque personne qu'elle a inspirée. Si son travail vous a déjà inspiré, écrivez 69, son âge ou RIP Diane Keaton pour honorer la femme qui a enseigné au monde que la force peut coexister avec la vulnérabilité et que le fait d'être soi-même ne se démode jamais.
Jim McNeely, le pianiste, compositeur et arrangeur de jazz distingué, qui a laissé une empreinte durable sur la musique moderne de big band, est décédé le 26 septembre 2025 à l'âge de 75 ans. De sa percée dans les années 1970 à sa renommée internationale, McNeely a été admiré pour son intellect aiguisé, son style de piano élégant et son écriture visionnaire. Il s'est fait connaître en tant que membre du Thad Jones Mel Lewis Orchestra, contribuant plus tard ses talents au Stan Getz Quartet et au Phil Woods Quintet. Sa présence subtile mais imposante a fait de lui l'un des pianistes les plus respectés de sa génération. En tant que compositeur et chef d'orchestre, McNeely a façonné des ensembles dans le monde entier. Il a été chef d'orchestre du Frankfurt Radio Big Band, a travaillé en étroite collaboration avec le Danish Radio Big Band et a beaucoup écrit pour le Vanguard Jazz Orchestra à New York. Des albums tels que Group Therapy 1992 et Barefoot Dances and Other Visions 2018 ont mis en évidence son approche inventive, lui valant de multiples nominations aux Grammy Awards et des éloges généralisés de la critique. Né le 17 mai 1950 à Chicago, Illinois, McNeely a étudié à l'Université de l'Illinois avant de se lancer dans une carrière qui a duré 5 décennies. Au-delà de la scène, il était un professeur dévoué, occupant des postes de professeur à la Manhattan School of Music et inspirant d'innombrables étudiants par ses connaissances approfondies et ses encouragements. Pour les musiciens comme pour le public, Jim McNeely restera dans les mémoires comme un pianiste raffiné, un compositeur visionnaire et un mentor dont l'influence résonnera longtemps après son décès. Écrivez 75, son âge ou simplement Jim McNeely pour rendre hommage à un artiste qui a contribué à faire entrer le jazz dans une nouvelle ère. Patricia Routledge, l'actrice acclamée dont le travail sur scène et à l'écran a fait d'elle une figure culturelle pendant des décennies, est décédée le 3 octobre 2025 à l'âge de 95 ans. Son rôle le plus célèbre est celui de Keeping Up Appearances 1995 où elle a joué le rôle de Hyacinth Bucket. La sitcom reste une pierre angulaire de la comédie britannique et sa performance a transformé un personnage excentrique en un symbole d'esprit et de satire sociale aimé dans le monde entier. Le talent de Routledge ne se limitait pas à la comédie. Actrice de théâtre chevronnée, elle a remporté une reconnaissance dans les comédies musicales et les drames. Son Tony Award pour Darling of the Day en 1968 a été une étape importante qui l'a placée parmi le groupe restreint d'artistes britanniques célébrés à Londres et à New York. Plus tard, ses rôles à la télévision, notamment E.T. Weintraub Investigates, ont renforcé son éventail et sa résilience en tant qu'artiste. Née à Birkenhead en 1929, elle vivait en privé mais est restée attachée à son art. Connue pour son intelligence et sa grâce, elle a évité les pièges de la célébrité, choisissant plutôt de laisser son œuvre la définir. Sa carrière laisse derrière elle une norme d'excellence durable, mêlant humour, chanson et drame dans un héritage qui continue d'inspirer. Souvenons-nous ensemble de Patricia Routledge. Écrivez Patricia Routledge ou publiez le numéro 95 pour célébrer une interprète dont le talent artistique a touché des générations. Chris Dreyer, guitariste et membre fondateur du groupe de rock novateur The Yardbirds, est décédé le 2 octobre 2025. Il avait 80 ans. Son décès clôt un chapitre de l'une des époques les plus formatrices de l'histoire du rock. En tant que membre des Yardbirds dans les années 1960, Dreyer a contribué à forger un nouveau son qui fusionnait le blues avec l'esprit agité du rock. Alors que ses camarades de groupe Eric Clapton, Jeff Beck et Jimmy Page sont devenus des légendes de la guitare, le rythme régulier de Dreyer a ancré leur style expérimental. Des chansons comme For Your Love, Heart Full of Soul et Shapes of Things ont capturé l'urgence juvénile de l'époque, avec Dreyer discrètement au cœur de tout cela. Lorsque le groupe s'est dissous en 1968, Dreyer s'est brièvement tenu à l'orée de la formation de Led Zeppelin, mais a choisi une autre voie, se consacrant à la photographie. Son œil derrière l'objectif est devenu aussi remarquable que son travail à la guitare.
Il a même pris la photo de la pochette arrière du premier album de Led Zeppelin en 1969. Des décennies plus tard, il a retrouvé le batteur Jim McHardy pour partir en tournée sous le nom de Yardbirds, faisant découvrir la musique du groupe à de nouvelles générations. Né à Surrey, en Angleterre en 1945, la vie de Drea a été définie par la créativité. Il n'a jamais recherché les projecteurs, mais ses contributions ont façonné les fondations du rock. Ses collègues admiraient sa présence discrète. Les fans appréciaient son rôle dans un groupe qui a changé la musique pour toujours. L'héritage de Chris Drea repose à la fois sur le son et l'image. Un musicien qui a maintenu le rythme stable pendant que les autres s'envolaient et un artiste qui a porté cette vision dans une deuxième carrière. Son influence a peut-être été discrète, mais elle reste durable. Écrivez 80, son âge ou RIP Chris Drea pour honorer le guitariste dont le rythme a contribué à lancer une révolution dans le rock. Arthur Jones, une figure inébranlable du football professionnel, est décédé le 3 octobre 2025 à l'âge de 39 ans. Jones s'est bâti une réputation de plaqueur défensif dans la National Football League, se taillant une carrière respectée qui a duré plusieurs saisons. Surtout connu pour ses années avec les Baltimore Ravens, il a joué un rôle crucial dans son front défensif et a fait partie de l'équipe qui a remporté la victoire au Super Bowl XF. Sa force, sa technique et son engagement envers le jeu ont fait de lui une présence fiable sur le terrain, admiré par ses coéquipiers et ses entraîneurs. Né à Rochester, New York en 1986, Jones a excellé à l'université de Syracuse avant d'être repêché dans la NFL. Le football coulait dans son sang. Ses jeunes frères, Chandler et John, ont également connu du succès dans la NFL et les arts martiaux mixtes, faisant du nom de famille Jones un synonyme d'excellence athlétique. Après sa retraite, Jones était resté proche du sport tout en consacrant son temps à sa famille et à sa communauté. Reconnu pour son humilité et son éthique de travail, il s'est comporté avec une dignité tranquille qui lui a valu le respect bien au-delà du terrain de football. Arthur Jones laisse derrière lui un héritage de résilience, de travail d'équipe et de persévérance. Pour les fans qui sont inspirés par son parcours, vous pouvez honorer sa mémoire en écrivant R.I.P. Arthur Jones ou en publiant le numéro 39, son âge, comme un simple hommage à un champion parti trop tôt. Lawrence Moton, le meneur de jeu doué qui est devenu une légende à l'université de Syracuse et a ensuite joué dans la NBA, est décédé le 30 septembre 2025. Il avait 53 ans. Né à Washington, D.C. le 25 mars 1972, Moton a conquis le cœur des fans de basketball universitaire dans les années 1990. Entre 1991 et 1995, il a marqué 334 points, ce qui fait de lui le meilleur marqueur de tous les temps de l'histoire de la conférence Big East. Les fans de Syracuse se souviennent encore de son sang-froid, de sa détermination tranquille et de la façon dont il a porté l'équipe dans les moments critiques. Son maillot n'a peut-être pas été accroché au chevron de la NBA, mais dans le carrière d'homme, il était inoubliable. En 1995, Moton a été repêché par les Grizzlies de Vancouver, commençant un parcours professionnel qui comprenait des passages dans la NBA, la CBA et des ligues à l'étranger. Sa carrière de joueur l'a emmené loin de Syracuse. Pourtant, il n'a jamais laissé le jeu derrière lui. Après sa retraite, il s'est concentré sur le mentorat et l'entraînement, offrant des conseils aux jeunes joueurs et utilisant sa plateforme pour encourager la discipline, la persévérance et la croissance personnelle. Pour ceux qui l'admiraient, Moton était plus qu'un marqueur. Il était une présence constante, un leader qui incarnait la loyauté et le respect du sport. Son héritage perdure à Syracuse, dans toute la Big East et dans la vie des athlètes qu'il a influencés. Pour ceux qui sont inspirés par son jeu ou son mentorat, écrivez 53, son âge ou simplement RIP Lawrence Moton pour célébrer une vie qui a touché le basketball sur le terrain et en dehors. Leigh Waiamot, journaliste respectée et rédactrice en chef associée principale du Washington Post pendant longtemps, est décédée le 29 septembre 2025. Elle avait 82 ans. Née à Washington, D.C. en 1943, Waiamot a grandi dans le foyer de Katharine Graham, l'une des éditrices les plus influentes de l'histoire américaine.
Pourtant, elle s'est forgé sa propre réputation de journaliste, menant de vastes entrevues avec des dirigeants mondiaux de Saddam Hussein à Vladimir Poutine et Benazir Bhutto. Ces entrevues sont devenues les marques de commerce de sa carrière, publiées à la fois dans le Post et dans Newsweek, où elles étaient appréciées pour leur clarté et leur accessibilité. Au cours des années 1980 et 1990, Weymouth est devenue une présence familière dans le reportage international. Elle a beaucoup voyagé, obtenant souvent des occasions rares de parler à des personnalités politiques lors de moments critiques de l'histoire. Au-delà de ses reportages, elle a également participé à la propriété de sa famille de la Washington Post Company, aidant à guider l'organisation jusqu'à sa vente en 2013. Sa carrière représentait un équilibre entre la tradition familiale et la réussite personnelle. Elle a fait progresser le journalisme en donnant la parole à des leaders à des moments charnières et en veillant à ce que leurs paroles atteignent un public plus large. Nous l'avons reconnue à la fois comme témoin de l'histoire et comme participante à la façon dont elle a été enregistrée. Pour honorer son dévouement, laissez une pensée en souvenir. Écrivez 82, son âge, ou publiez R.I. Leigh pour reconnaître l'impact de ses reportages et l'héritage qu'elle laisse derrière elle. Rod Stewart, l'éternel rebelle, avec une voix rauque qui pouvait mettre le feu au silence. La voix derrière Maggie May, Sailing et Do You Think I'm Sexy est plus qu'un chanteur. C'est une tempête vivante, une contradiction d'aspérité et de tendresse. Un homme qui a transformé la survie en son. Pendant plus de 6 décennies, son rugissement rauque a rempli les stades et les tram-tubes sonores. Une voix qui portait le chagrin et à la fanfaronnade à parts égales. Il est le garçon de Londres qui est devenu chevalier, le musicien de rue qui est devenu une légende. Le dernier d'une espèce mourante de romantiques du rock qui ont refusé de s'incliner devant le temps. La mort a frappé 2 fois, le cancer de la thyroïde a volé sa voix, le cancer de la prostate a presque volé sa vie, mais Rod Stewart n'a jamais été du genre à abandonner. Il est revenu chaque fois plus faible physiquement, peut-être, mais plus fort dans l'esprit, chantant avec le genre de défi qui rendait même la mortalité négociable. La tempête qui le définissait autrefois commence à s'apaiser. Mais dans ce silence se cache quelque chose de plus brut que la rébellion. La prise de conscience d'un homme qui a vécu chaque parole qu'il a jamais chantée. Son histoire ne commence pas dans la gloire ou la fortune, mais dans le bourdonnement gris du Londres d'après-guerre où les rêves étaient rationnés comme le sucre. Né en janvier 1945 dans un appartement exigu, au-dessus d'un marchand de journaux au 507 Archway Road, le plus jeune de 5 enfants dans une famille anglo-écossaise. Rod a appris très tôt que la vie exigeait de se démener. Son père, Robert, un constructeur devenu commerçant, subvenait aux besoins de la famille. Sa mère, Elsie, la maintenait au chaud, mais sous le confort de la famille se cachait un silence. Le genre d'immobilité qui se transforme en agitation quand on est un garçon avec trop d'énergie et nulle part où la dépenser. L'école ne l'a pas dompté. À 11 ans, l'échec à l'examen 11+, l'a étiqueté comme un sous-performant et le monde a semblé rétrécir autour de lui. Mais sur le terrain de football, il a trouvé le souffle. Là, sous la bruine et le rugissement des matchs d'adolescents, il s'est senti vu. Au milieu de son adolescence, il était le capitaine de son équipe scolaire, jouant avec un feu qui faisait s'arrêter et regarder les hommes adultes. Son père, autrefois joueur semi-professionnel, voyait en lui une version de son propre rêve inassouvi. Et pendant un certain temps, Rod a cru que le football le sauverait, que le terrain, et non la scène, était son destin. Puis vint 1961, 16 ans, un essai avec Brentford. Le moment décisif dont tout jeune joueur rêve, il a joué avec son cœur. Et pourtant, lorsque le sifflet a retenti, personne n'a rappelé. Pas de contrat, pas de promesse, juste le silence. Pour Rod, ce n'était pas simplement un rejet. C'était une gomme, la mort de son premier rêve. Il est rentré chez lui ce soir-là et a compris pour la première fois ce que la défaite voulait dire dans la moelle. Des années plus tard, il décrirait ce moment comme celui qui l'a construit, non pas par le succès, mais par le refus de disparaître. Après que le football l'ait abandonné, il a erré. Il a vendu des écrans de soie, livré des marchandises, tout ce qui payait assez pour remplir la journée et noyer le bruit dans sa tête. Pendant un certain temps, il a travaillé comme fossoyeur,
au cimetière de Highgate, une ironie sombre qu'il n'a pas manqué de remarquer. Parmi les pierres tombales et les fleurs fanées, il a appris avec quelle rapidité les noms s'estompent, à quel point toutes les formes de célébrité sont fragiles. C'est là, les genoux dans la terre, que Rod Stewart a découvert le silence qui rugirait un jour. Et puis 2 encres improbables sont apparues. L'une était un petit monde complexe de chemins de fer miniatures, des trains qui lui obéissaient, des aiguillages qui lui donnaient le contrôle quand le monde n'en offrait aucun. L'autre était une guitare déglinguée achetée par son père en 1959, ses cordes rugueuses, son son imparfait. Pourtant, lorsque Rod l'a gratté, quelque chose cliquait. Le garçon qui fuyait autrefois le silence a commencé à le façonner. Grâce à cette guitare, il a trouvé un moyen de dire la vérité, le football ne l'a jamais laissé faire. Sa voix, rauque, brute, non entraînée, est devenue une arme et un refuge. Il a chanté le chagrin d'amour avant de l'avoir vraiment connu, la liberté avant de l'avoir méritée. Il n'était pas encore le dieu du rock des années 1970 ou l'icône en costume argenté de Vegas, mais les graines étaient là. La discipline des chants boueux, la patience de la pose de rails après rails, le défi de chaque nom que la vie lui avait lancé. En repensant à ces années, Rod a dit un jour « Le football était mon premier amour, mais la musique était ma dernière chance. » Et dans cet aveu se trouve la vérité de lui. Chaque grognement, chaque cri, chaque fêlure tendre dans sa voix porte le fantôme de ce garçon enterrant des rêves sous la pluie. La cloche de la boutique au-dessus du magasin de ses parents, le bruit sourd d'un ballon de football contre la brique, le grattement d'une pelle contre le sol mouillé, tout cela est devenu un rythme. L'histoire de Rod Stewart n'a pas commencé avec la gloire, elle a commencé avec du cran, le genre qui transforme la défaite en mélodie. Avant les projecteurs, avant les tournées à guichets fermés, il n'y avait qu'un garçon qui refusait d'être enterré par le rejet. Il a appris à transformer la douleur en performance, le silence en chanson et l'échec en feu. Et de cette tempête, une légende est née, une légende qui chante encore, non pas parce qu'il le doit, mais parce que même après toutes les tombes, tout le bruit et toutes les années, sa voix refuse de mourir. À 18 ans, alors que la plupart des garçons couraient encore après des ballons de football ou leurs premiers amours, Rod Stewart ne portait qu'un harmonica et une guitare dont les cordes bourdonnaient comme des blessures non cicatrisées. Le garçon qui abaissait autrefois les cercueils dans la terre au cimetière de Highgate se tenait maintenant à Leicester Square, nerveux et agité. Sa voix rauque traversait l'air humide de Londres. La musique n'était pas un choix, c'était une question de survie. Une dernière chance après que le football lui ait claqué la porte au nez. Des années plus tard, il avouera presque mélancoliquement « Le football était mon premier amour, la musique, ma dernière chance ». Et dans la lumière des rues, chaque pièce jetée dans sa casquette ressemblait moins à de la charité qu'à la preuve qu'il existait encore. Ils ont commencé à l'appeler Rod de mode à cette époque, pour les cheveux hérissés, les costumes taillés sur mesure, la fanfaronnade qui essayait de cacher la douleur d'être invisible. Mais derrière la bravade se cachait toujours un garçon désespéré d'être vu. Hanté par le silence qui le suivait depuis le rejet de Brentford en 1963 à seulement 18 ans, le destin a ouvert sa fenêtre la plus étroite lorsqu'il a rejoint un petit groupe de rhythm and blues appelé les Dimensions. Ils étaient inconnus, obtenant à peine des concerts dans les pubs, mais pour Rod, chaque nuit enfumée était un test d'endurance. Chaque balancement des corps étrangers, une petite victoire sur l'anonymat. Sa voix, brute, blessée, inoubliable, portait quelque chose de différent. Mais dans une ville débordant de sons, se démarquer n'a jamais suffi. 3 ans plus tard, à 21 ans, la porte s'est élargie. Jeff Beck, déjà célèbre comme prodige de la guitare, l'a attiré dans le Jeff Beck Group. Pour la première fois, Rod a ressenti l'électricité des vraies scènes, des amplificateurs rugissants comme le tonnerre, des magazines imprimant son nom. Cela aurait dû être un triomphe. Et pourtant, sous l'éclat féroce des solos de Beck, il se sentait souvent réduit à une ombre. Les critiques ont loué son ton rauque, oui, mais toujours comme un appendice, le chanteur de Jeff Beck. Dans sa propre mémoire,
Il a décrit ces années comme une bénédiction et une malédiction et a admis un jour « J'étais là mais je n'étais pas vraiment là, j'étais une ombre dans le feu de quelqu'un d'autre ». La cruauté de cette ironie était plus forte que le rejet de Brentford ne l'avait jamais été. Au moins, le football l'avait recraché propre. La musique a fait miroiter la gloire devant ses yeux, puis l'a enchaîné au génie d'un autre homme. Soir après soir, il a donné de ses poumons jusqu'à ce qu'il brûle. Mais les applaudissements se sont tournés vers Beck, le laissant applaudi mais invisible. Le succès sans identité. Quoi de plus déchirant pour un garçon qui avait connu le silence des cimetières, le goût de ne pas être entendu alors qu'il était entouré de sons était presque insupportable. Mais dans cette pénombre, quelque chose s'est durci. L'humiliation de n'être que la voix est devenue un carburant. Chaque rejet, chaque critique qui nommait Beck en premier a approfondi le vœu à l'intérieur de lui. Il ne resterait pas dans l'ombre, on ne se souviendrait pas de lui comme du chanteur de quelqu'un d'autre, quelque part dans la douleur de sa gorge, dans le battement de cœur obstiné de l'adolescent qui avait autrefois enterré des étrangers, s'est élevée une promesse. Un jour, le monde connaîtrait son nom en premier, ses chansons en premier, son histoire en premier, et ce vœu né dans l'agonie d'être négligé deviendrait le feu qui le sortirait de l'ombre et le ferait entrer dans le rugissement de millions de personnes qui ne chanteraient un jour qu'un seul nom, Rod Stewart. À seulement 24 ans en 1969, Rod Stewart s'est séparé des pubs enfumés et de la longue ombre des autres hommes lorsqu'il a sorti son premier disque solo. Un vieux imperméable ne vous laissera jamais tomber. Pour les charts, c'était modeste. Pour Rod, c'était monumental. La première preuve que son défi imbibé de gravier pouvait porter son nom seul. Non plus le chanteur de Jeff Beck, mais Rod Stewart. 2 ans plus tard, en 1971, tout a changé. À 26 ans, Every Picture Tells a Story a explosé dans le monde, emportant avec lui Maggie May. Un morceau qui distillait toute la douleur de la jeunesse, la malice de la rébellion et la piqûre douce, amère du regret. Presque du jour au lendemain, le fils du fossoyeur de Highgate a fait un bond dans l'immortalité, en tête des charts des 2 côtés de l'Atlantique. Là où il y avait autrefois du rejet et du silence, il y avait maintenant un rugissement qui ne serait plus jamais ignoré. Les années 1970 et 1980 ont doré ce moment en légende. Tonight's the night, You're in my heart, do you think I'm sexy? Chaque sortie a tonné à travers les radios et les arénas. Chaque refrain est tremblement de terre. Il a rempli des colisées de Los Angeles à Tokyo, son rugissement rauque faisant vibrer les chevrons. Sa crinière blonde éclairée comme une bannière de défi, il a réalisé ce que presque personne dans l'histoire ne pouvait faire. Un single numéro 1 à chaque décennie, pendant 6 décennies consécutives. Dans cette stratosphère raréfiée, il se tenait côte à côte avec des immortels. Des générations entières ont grandi avec sa voix gravée dans leur vie. Les fans l'adoraient, et même les critiques autrefois dédaigneux concédaient à contre-cœur son pouvoir de rester. Extérieurement, Rod Stewart avait l'air intouchable, la fanfaronnade incarnée, un homme qui avait plié le monde à sa volonté. Mais en vérité, la couronne coupée profondément. Le succès a exigé un prix bien plus cruel que l'échec n'en avait jamais exigé. La gloire même qui l'a rendu intouchable a fracturé la famille qu'il avait autrefois appelée la sienne. Les visages, ses frères dans le bruit, ses camarades de rire, ses camarades de rire ont commencé à se briser sous les feux de la rampe et le poison de l'envie. Au milieu des années 1970, les tensions couvaient, l'ascension fulgurante de Rod a jeté des ombres auxquelles ses camarades de groupe ne pouvaient échapper. Les accusations sont venues qu'il les avait abandonnés, qu'il les avait surpassés. Ça m'a fait mal, a-t-il admis des années plus tard, le ton rauque de sa voix chargée de regrets. Je n'ai jamais voulu les perdre. Mais le succès est cruel, il vous sépare des gens même que vous aimez. Lorsque les visages se sont dissous, ce n'était pas seulement un chapitre professionnel qui se fermait, c'était une trahison, un exil et la réouverture de blessures qu'il croyait enterrées avec ses rêves d'adolescent. Et comme si la fracture de la fraternité ne suffisait pas, le regard du monde est devenu plus aigu.
Les journalistes avides de sang se sont moqués de lui en le traitant de vendu, une marchandise pop, qui avait trahi le cran de ses débuts, Rod the Mode. Ils ont ricané, un homme plus spectacle qu'âme. Pour les tabloïds, il était excès de champagne, flamboyance à imprimer léopard. Une caricature de l'indulgence. Pour Rod, ces mots ont coupé plus profondément qu'il ne le savait. Il s'était battu pour être vu. Et maintenant, dans la lumière même qu'il avait recherchée, il était à nouveau invisible. Non pas pour qui il était vraiment, mais pour ce qu'il choisissait de faire de lui. Le paradoxe était brutal. Devant des millions de personnes, il brillait comme une comète. Derrière des portes closes, il était assis seul dans des loges où le silence pesait plus lourd que les applaudissements. Les lumières de la scène éblouissaient, mais lorsqu'elles s'éteignaient, il ne restait que des échos. Des échos de visages, de rires, des échos de critiques, de barbelés, des échos du garçon qui avait autrefois supplié le monde de le reconnaître. Le sommet, avouera-t-il plus tard, est l'endroit le plus froid de tous. Et pourtant, de ce froid, il a chanté avec le feu. Chaque chagrin d'amour, chaque fracture a saigné dans le ton rauque de sa voix. Chaque ricanement des critiques a durci l'acier dans son phrasé. Chaque ami perdu l'a poussé plus profondément dans la musique. Les vestes à imprimer léopard, le sourire taquin, la fanfaronnade au champagne. Ils ont ébloui les masses, oui, mais sous les paillettes se cachait du cran. Le son d'un homme qui s'était frayé un chemin des cimetières et des ruelles jusqu'au sommet de la gloire et qui maintenant chantait non pas pour être adoré, mais pour qu'on se souvienne de lui. Mais si vous écoutiez attentivement, caché dans le gravier de son ton, il y avait toujours du chagrin, toujours de la solitude. Pour le monde, il était séduction et spectacle. Pour lui-même, il était un homme qui payait le prix le plus élevé pour le rugissement le plus fort. C'était la beauté cruelle du sommet de Rod Stewart qu'il n'était pas seulement une légende à cause des records battus et des stades conquis, mais parce qu'il portait le poids invisible de la trahison, de la solitude et du mépris, et qu'il chantait toujours plus fort, plus férocement. Ces chansons perdurent non pas simplement comme des succès, mais comme des témoignages hantés d'un homme qui a atteint le sommet de la montagne et qui a découvert que parfois le triomphe résonne plus vide que l'ascension elle-même. Pourtant, malgré toute la gloire, malgré tous les arénas à guichets fermés et les fans hurlants, Rod portait en lui une blessure bien plus ancienne que la gloire. Une blessure née non pas sous les projecteurs, mais dans les années fragiles de la jeunesse lorsque, à seulement 18 ans, il a fait face à un chagrin d'amour qu'aucun succès en tête des charts ne pourrait jamais effacer. En 1963, encore un simple garçon avec des rêves de terrain de football et de guitares empruntées, Rod Stewart est devenu père pour la première fois. Sa fille Sarah Strier est arrivée dans un monde qu'il souhaitait désespérément pouvoir lui offrir. Mais il n'avait rien. Pas de maison, pas de carrière, pas de stabilité. Seulement une série de petits boulots, des nuits à jouer de la musique dans la rue pour des pièces de monnaie et un lit partout où des amis voulaient bien le laisser dormir. Avec le poids de la réalité pesant sur lui, il a fait le choix le plus dévastateur de sa vie. Laisser sa fille nouveau-née être adoptée. Sur le papier, c'était une nécessité. Dans son cœur, c'était une catastrophe. Ça m'a brisé le cœur, a-t-il avoué des décennies plus tard. Je ne savais pas encore qui j'étais et encore moins comment être un père. Ces mots révèlent non pas une excuse, mais un tourment. La voix d'un jeune homme paralysé par la pauvreté, mais condamné par la culpabilité. Et la blessure ne s'est pas estompée. Alors que sa carrière a pris feu à la fin des années 1960 et en 1971 avec Every Picture Tells a Story et Maggie May, il est devenu une superstar. Le rugissement de la gloire n'a jamais pu noyer le silence qui le suivait hors de la scène. Les applaudissements étaient tonitruants, mais lorsque les lumières se sont éteintes, il n'a senti que l'écho de l'absence. La douleur de savoir que son enfant était quelque part là-bas, vivant une vie qu'il ne pouvait pas toucher. Le paradoxe était cruel. Plus il s'élevait, plus le vide à l'intérieur de lui grandissait. La gloire lui a apporté tout ce qu'il pensait autrefois désirer ardemment. La richesse, les femmes, l'immortalité, mais elle a aussi amplifié ce qu'il avait perdu. Chaque acclamation de millions de personnes lui rappelait la seule voix manquante. Chaque étape importante, chaque triomphe était assombri par le regret.
Pour Sarah aussi, les années ont été marquées par une douleur silencieuse. Élevée par des parents adoptifs aimants, elle a admis plus tard que l'absence de son père biologique avait laissé un espace qu'elle ne pouvait jamais tout à fait nommer. Un désir caché, une question qui a persisté tout au long de sa jeunesse. Qui suis-je vraiment? D'où je viens? En grandissant, elle apercevait parfois Rod à la télévision ou dans les magazines. La rockstar adorée par le monde, ne sachant jamais si elle se tiendrait un jour devant lui en tant que fille, et non en tant qu'étrangère. J'ai grandi assez heureuse, a-t-elle dit, mais au fond de moi, j'ai toujours su qu'il manquait quelque chose. Ce n'est qu'en 2007, après le décès de ses deux parents adoptifs, que le silence de plus de 40 ans s'est finalement brisé. Délivrée par le deuil et à la recherche de racines, Sarah a tendu la main et la superstar qu'elle n'avait vue que de loin est devenue chair et sang devant elle. À ce moment-là, Rod était dans sa 60e année, Sarah dans sa 40e année, tous deux portant le poids de décennies vécues séparément. Lorsqu'ils se sont finalement tenus dans la même pièce, le moment ressemblait moins à une présentation qu'à l'effondrement du temps lui-même. Le silence de 4 décennies se transformant en une seule étreinte. Rod l'a décrit avec une honnêteté tremblante. « Elle m'a manqué toute sa vie, c'est quelque chose qu'on ne récupère pas. » Et Sarah, sa voix sans garde, a parlé de reconnaissance plus que de réconciliation. Le rencontrer, c'était comme toucher une partie de moi-même que je cherchais depuis toujours. Leur réunion n'a pas effacé le chagrin, mais l'a reconnu. La reconnaissance que l'amour retardé n'est jamais un amour refusé, et que le pardon, bien que fragile, peut encore s'épanouir après une vie entière séparée. Cette blessure, plus ancienne que sa gloire elle-même, l'a façonnée plus profondément que le succès n'aurait jamais pu le faire. Elle a gravé dans sa voix le gravier du regret, la tendresse de la fragilité, la douleur brute d'un garçon forcé d'abandonner ce qu'il aimait le plus. On peut l'entendre dans sa façon de chanter, comment un seul ton rauque peut rugir de rébellion puis s'effondrer en quelque chose qui ressemble à une rupture. Son chagrin ne l'a pas détruit, il l'a transformé, il a fait de ses chansons plus que du divertissement, elles sont devenues des vaisseaux de survie, de confession, de vérités trop lourdes à prononcer, sauf en mélodie. Et au sein de cette tragédie se trouve une leçon plus grande que la célébrité. L'histoire de Rod Stewart n'est pas celle d'un scandale, mais celle du chagrin et de la rédemption. Elle nous rappelle qu'aucune quantité de gloire ne peut remplacer les liens familiaux, que même les légendes portent des blessures invisibles et que derrière les paillettes du succès peuvent se cacher des ombres dont aucune foule n'est témoin. Pour Rod, la blessure de 1963 ne s'est jamais vraiment guérie, mais elle lui a donné une profondeur qui a rendu sa musique intemporelle. C'est peut-être la raison pour laquelle ses chansons s'accrochent encore aux générations, comme des murmures de leur propre douleur inexprimée, parce qu'elles ne sont pas simplement des performances, mais des confessions d'un homme qui a appris que les lumières les plus brillantes projettent souvent les ombres les plus sombres, et que les mélodies les plus obsédantes sont nées du chagrin d'amour le plus silencieux. Et alors que sa vie personnelle se déroulait en mariage et en rupture, l'écho de cette première perte est resté. Le rappel que même au sommet de la gloire, le cœur humain se brise encore de la manière la plus ordinaire et la plus dévastatrice. Ayant porté la blessure invisible de l'absence de Sarah pendant plus d'une décennie, Rod est entré à la fin des années 1970 en croyant que peut-être la famille pourrait racheter ce qu'il avait autrefois perdu. À 34 ans, lorsqu'il a épousé l'actrice Alana Hamilton en 1969 sous la vive brume d'Hollywood, il a semblé enfin avoir trouvé la chance de réécrire son histoire en tant qu'époux et père. À la fin de la décennie, avec sa carrière fulgurante et son visage aussi reconnaissable que n'importe quel autre dans le rock, Rod Stewart a cru qu'il avait finalement obtenu le prix qu'il avait toujours convoité, une famille à lui. Lors d'une cérémonie enveloppée dans le glamour hollywoodien, lui et Alana ont commencé ce que le monde pensait être un conte de fées. Peu de temps après sont arrivés Kimberly et Sean, 2 enfants dont l'arrivée a semblé promettre la guérison pour un homme qui avait autrefois été forcé d'abandonner son premier-né. Pour Rod, le mariage portait l'espoir de la rédemption. Le rêve que cette fois, contrairement à 1963, il ne perdrait pas. Pendant un certain temps, il s'est permis d'y croire. Les photographies de ces années étincellent d'extravagance. Rod en veste à imprimer léopard aux côtés d'Alana en robe de couture, sortant de limousine sous des ampoules clignotantes.
Leur maison de Beverly Hills débordait de rires, de rassemblements au bord de la piscine et de la douceur ordinaire des histoires du coucher et des planchers jonchés de jouets. Dans ces moments, Rod pouvait regarder autour de la pièce et penser qu'il avait distancé les ombres de sa jeunesse. Ici, enfin, il y avait de la stabilité. Ici, il y avait la famille qu'il avait autrefois cru à jamais refuser. Mais sous les paillettes, les fissures se sont propagées rapidement. La gloire, avec ses tournées et ses tentations incessantes, a éloigné Rod. La machine même qui l'a couronné idole mondiale a également érodé l'intimité du mariage. Alana, elle-même une personnalité publique, s'est irritée sous le regard et la distance constante. En 1984, lorsque Rod avait 39 ans, le rêve s'était effondré. Le mariage était terminé. Pour Rod, le divorce n'était pas simplement la fin d'une union, c'était l'anéantissement d'une promesse qu'il s'était faite à lui-même. Il avait juré en silence qu'aucun de ses enfants ne grandirait jamais en se sentant abandonné, qu'il ne répéterait jamais la blessure de 1963. Et pourtant, le voilà à nouveau, debout dans une salle d'audience, signant des papiers qui divisaient son foyer en deux. Contrairement à Sarah, qui avait été perdue à cause de la pauvreté et de la jeunesse, Kimberly et Sean ont été perdus à cause de la fracture de la gloire elle-même. Cette blessure était plus cruelle parce qu'elle est survenue alors qu'il avait tout, la richesse, le pouvoir, la reconnaissance, et qu'il a quand même échoué. Il a admis plus tard avec une angoisse tranquille « C'est difficile de tenir le coup quand le monde entier a l'impression de vous appartenir, mais pas votre foyer ». La douleur n'a fait que s'accentuer au fil des ans. Kimberly a grandi sous le regard constant de la culture des célébrités. Son enfance s'est déroulée dans le contexte des chuchotements des tabloïds. Sean, le fils cadet, portait les cicatrices de manière plus visible. En entrant dans l'âge adulte, il a lutté contre la dépendance, les arrestations et les tentatives répétées de réadaptation. Pour Rod, regarder son fils sombrer est devenu un tourment bien pire que n'importe quel titre de journal ne pourrait le capturer. C'était l'agonie d'un père qui avait autrefois été absent par nécessité, maintenant présent mais impuissant. Il avait passé des décennies à désirer ardemment la chance d'être stable seulement pour se retrouver à regarder la même question. Avait-il échoué lui aussi avec ses enfants ? Rod a réfléchi à ces années avec une honnêteté brutale. Il ne se présente pas comme un héros ou un méchant, mais comme un homme pris entre la séduction de la gloire et la fragilité de la famille. Le mariage avec Alana lui avait donné 2 enfants qu'il aimait de tout son être. Pourtant, il a aussi gravé en lui la plus cruelle des leçons, que l'amour ne peut pas être construit sur le glamour, que le prix des vœux brisés est payé le plus lourdement par les jeunes, et qu'aucun projecteur ne peut déguiser le silence d'un foyer fracturé. Ce chapitre est le paradoxe le plus cruel de sa vie. L'homme adoré à travers les continents qui pouvait commander les voix de millions de personnes ne pouvait pas garder les voix plus petites et plus silencieuses au sein de sa propre maison. Le monde a vu les tournées, les disques d'or, le charisme sans fin. Derrière des portes closes, Rod Stewart se battait avec la culpabilité, le regret et l'insupportable vérité qu'en poursuivant le rugissement de millions de personnes, il avait perdu la chance de protéger le rire de ses propres enfants. Mais les schémas ont une manière cruelle de se répéter. À peine Rod avait-il enduré le chagrin d'amour du divorce qu'il se retrouvait à faire un pas dans un autre début fragile. Au milieu des années 1980, à 40 ans, il est tombé amoureux de Kelly Emberg, un mannequin dont la jeunesse, la beauté et la chaleur semblaient offrir ce qu'il recherchait depuis si longtemps, la stabilité, la compagnie et peut-être une autre chance de construire la vie de famille qu'il avait perdue 2 fois auparavant. En 1987, lorsque Rod avait 42 ans, leur fille Ruby est née. Son arrivée a semblé être une étincelle d'espoir, une occasion de finalement devenir le père stable qu'il s'était promis d'être un jour. Pendant un certain temps, la présence de Ruby a adouci le chaos qui tourbillonnait toujours autour de lui. Les photographies de cette éon époque capturent un Rod plus doux. Son sourire célèbrement espiègle s'est transformé en quelque chose de plus silencieux lorsqu'il a bercé sa fille en bas âge. Il parlait souvent de la façon dont tenir Ruby dans ses bras lui donnait l'impression d'une rédemption.
Un rappel que même au milieu du bruit d'Estostade, les berceuses à la maison comptaient le plus. Avec Kelly, leur maison est devenue non seulement un lieu de luxe, mais aussi de chaleur. Des petits déjeuners éparpillés avec les rires des enfants, de minuscules pas qui courent à travers les planchers polis. Le bonheur fragile d'une famille qui essaie de prospérer sous les feux de la rampe de la célébrité. Pourtant, tout comme avant, les fissures ont commencé à apparaître. La gloire était implacable, exigeant plus de tournées, plus d'enregistrements, plus de nuits passées sous les feux de la scène au lieu d'être à la table du dîner. Kelly, bien que fidèle, vivait dans l'ombre épuisante de l'existence tourbillonnante de Rod. À la fin de la décennie, le poids de la séparation et de la tension avait érodé leurs liens. Le cycle s'était répété, l'amour gagné, l'amour perdu et l'écho de l'absence laissé derrière lui une fois de plus. Et en 1989, la relation s'est tranquillement dénouée. La fin n'a pas été aussi explosive que son divorce avec Alana, mais elle n'en a pas été moins douloureuse. Pour Rod, cela signifiait un autre foyer dissous, un autre enfant grandissant au milieu de deux mondes. Ce qui a coupé le plus profondément, c'est la cruelle répétition. Je pensais avoir appris. Il admettrait des années plus tard, en parlant de l'enfance de Ruby. J'ai juré que je ne laisserais pas l'histoire se répéter, mais elle s'est répétée. Une fois de plus, malgré son dévouement, Rod était trop souvent absent, tiraillé entre le rugissement des stades et les besoins silencieux de sa famille. Chaque absence ressemblait à une trahison du vœu qu'il portait depuis 1963, lorsque Sarah avait été perdue à l'adoption. Il aimait Ruby avec acharnement, mais l'amour seul ne pouvait pas combler les silences de l'absence, ni effacer les étapes importantes qu'il avait manquées en poursuivant l'immortalité et la chanson. Pour Ruby, les années ont été un équilibre de privilèges et de nostalgie. Élevée dans l'orbite de la gloire, elle a admis plus tard qu'il y avait des moments où elle ressentait la distance du monde de son père. « Je savais qu'il m'aimait », a-t-elle dit à l'âge adulte, mais parfois j'avais l'impression qu'il appartenait plus au monde qu'à nous. Ces mots ont fait écho à la douleur que Rod lui-même portait. Que le don même de sa musique, la chose qui le rendait bien aimé, était aussi la force qui le volait si souvent à ceux qu'il voulait le plus protéger. La séparation d'avec Kelly et l'éclatement du foyer d'enfance de Ruby sont devenus une autre cicatrice superposée à de nombreuses autres. Rod n'a pas déguisé le chagrin ni jeté le blâme. Au lieu de cela, il en a parlé avec une lassitude candide, comme un homme qui connaissait trop bien le schéma de se donner à des millions de personnes tout en luttant pour maintenir ensemble la permanence fragile de la famille. Pour Rod, le rôle le plus difficile n'a jamais été celui de leader, jamais celui d'icône mondiale, mais le rôle simple et sacré, être présent, être stable, être impair. Et dans l'ombre silencieuse de 1989, il a une fois de plus ressenti à quel point ce rôle pouvait être fragile. Pourtant, même dans les cendres des foyers brisés, Rod a refusé d'abandonner l'espoir de l'amour. Ayant enduré l'effondrement de son mariage avec Alana Hamilton et la dissolution tranquille de sa vie avec Kelly Humberg, il portait toujours en lui la conviction que quelque part, d'une manière ou d'une autre, il pourrait enfin s'ancrer. À l'aube des années 1990, il a cru avoir trouvé ce que le monde et son propre cœur lui avaient longtemps refusé. Non pas une autre romance éphémère, mais la promesse de toujours. En 1990, à 45 ans, Rod Stewart s'est tenu à l'hôtel avec Rachel Hunter, un mannequin néo-zélandais de 21 ans dont la beauté semblait intouchable et dont la présence se faisait sentir comme un salut. Pour Rod, leur union était plus que du glamour. C'était la rédemption. Il avait connu l'agonie de laisser partir Sarah, la piqûre du divorce d'avec Alana, le dénouement de la vie avec Kelly. Mais avec Rachel, il a cru que l'histoire changerait. Cette fois serait différente. Cette fois durerait. Le mariage a été un spectacle de son époque. Une légende du rock et un mannequin étoile montante, immortalisé sur les couvertures de magazines brillants et murmuré dans les tabloïds comme un conte de fées moderne. Ensemble, ils ont accueilli 2 enfants, René en 1982 et Liam en 1994, dont les arrivées ont rempli Rod d'une joie profonde, pour un homme qui avait autrefois craint d'être maudit de répéter la perte. Tenir René dans ses bras et plus tard Liam semblait être la preuve que le cycle s'était finalement brisé. Enfin, la famille dont il rêvait depuis sa jeunesse était non seulement réelle,
mais rayonnante. Pendant une grande partie de la décennie, Rod et Rachel ont semblé invincibles. Leur photographie, lui avec sa crinière blonde caractéristique, elle avec une grâce qui semblait d'un autre monde, était placardée dans les magazines. La jeunesse de Rachel a adouci le personnage plus grand que nature de Rod, tandis que son dévouement l'a ancré. Dans leur maison de Beverly Hills, les histoires du coucher, les bougies d'anniversaire et les rires au bord de la piscine semblaient confirmer que Rod avait enfin équilibré le rockstardom avec le miracle ordinaire de la famille. Mais des ombres se sont insinuées. Le fossé de près de 25 ans entre eux s'est creusé avec le temps. Les tournées incessantes ordonnissimes de Rod l'ont entraîné à travers les océans, tandis que Rachel, à peine entrée dans l'âge adulte lorsqu'ils se sont mariés, a commencé à réaliser à quel point elle s'était effacée au profit de la vie aux côtés d'une idole mondiale. Ce que les tabloïds ont dépeint comme un paradis cachait souvent la solitude, le silence et une distance croissante. Nous vivions dans deux mondes différents, réfléchirait plus tard Rod, avec une douleur que les mots seuls ne pouvaient contenir. En 1999, alors que Rod avait 54 ans et Rachel seulement 30, le conte de fées s'est effondré. Rachel est partie. La nouvelle a stupéfié non seulement les fans, mais Rod lui-même. Malgré tous ses chagrins d'amour précédents, rien ne l'avait préparé à cela. Il a admis plus tard avec une simplicité dévastatrice. Je pensais qu'elle était celle pour toujours. J'avais tort. Ce n'était pas simplement la fin d'un mariage, c'était la rupture de sa dernière illusion avec Rachel. Rod avait vraiment cru que la permanence était possible, que les fantômes de 1963, de 1984, de chaque départ précédent seraient finalement apaisés. Au lieu de cela, son départ l'a vidé d'une manière que même l'absence de Sarah n'avait pas fait. Des amis se sont souvenus de lui à la dérive, un homme qui ne faisait plus confiance à l'amour. Pendant des années, il s'est cuirassé contre l'intimité, hanté par la peur d'être à nouveau quitté. La douleur a résonné au-delà du couple. René n'avait que 7 ans, Liam seulement 5, trop jeunes pour comprendre pourquoi leurs parents ne vivaient-ils plus sous le même toit. Ils ont ressenti la confusion que les enfants ressentent toujours après une séparation, le sentiment que quelque chose de sûr s'était brisé. Plus tard, à l'âge adulte, ils parleraient prudemment de ces années, reconnaissant à la fois l'amour qu'ils ont reçu et la douleur d'avoir grandi dans des foyers fracturés. Derrière le scintillement de la gloire, le schéma s'était répété une fois de plus. L'amour trouvé, l'amour perdu et un homme toujours à la recherche de la paix qui semblait toujours vivre juste hors de portée. Pour Rod, c'était la blessure la plus cruelle de toutes. Voir dans les yeux de ses enfants le même vide qu'il avait autrefois porté malgré toutes les promesses que l'histoire ne se répéterait pas. En regardant en arrière, Rod a parlé de ce chapitre avec franchise. Il ne dépeint pas Rachel comme une méchante, ni lui-même comme un saint. Il admet simplement que la perte l'a brisé, que pendant des années il a erré dans la vie cuirassée contre la chose même qu'il avait toujours chassée, l'amour. Si l'absence de Sarah en 1963 avait marqué sa jeunesse et que le divorce d'avec Alana avait fracturé son apogée, alors le départ de Rachel Hunter en 1999 a détruit sa foi elle-même. C'est le moment où l'éternel romantique a cessé de croire à la romance. Et c'est peut-être pourquoi ce chapitre se présente comme le point culminant émotionnel de son histoire. Rod Stewart, l'homme dont la voix remplissait les stades, dont le nom est gravé au panthéon du rock, n'était en fin de compte qu'un homme mis à genoux. Non pas par le rugissement de la gloire, mais par le silence d'un amour perdu, murmurant la confession la plus simple et la plus humaine que même les légendes ne sont pas à l'abri de la fragilité de l'éternité. Au lendemain du départ de Rachel en 1999, Rod s'est retrouvé à 54 ans, non seulement le cœur brisé, mais aussi 100 fois convaincu qu'il ne ferait plus jamais confiance à l'amour. Pendant des années, il a dérivé cuirassé contre l'espoir. Mais le destin, avec son étrange synchronisation, a une façon d'ouvrir des portes là où des murs ont été construits. C'est alors que Penny Lancaster est entrée dans sa vie, non pas comme un autre chapitre de paillettes, mais comme le début de la guérison. Penny avait 26 ans lorsqu'ils se sont rencontrés, un mannequin imposant et une photographe formée de l'Essex qui avait autrefois été étudiante en danse avant de se frayer un chemin dans la mode.
Elle ne venait pas de la royauté hollywoodienne, ni du monde de la vie rapide que Rod habitait depuis longtemps, mais d'une famille ouvrière ancrée. Elle ne portait aucun bagage de mariage dispassé, pas d'enfants à elle, seulement une tranquillité silencieuse qui contrastait fortement avec les turbulences de l'histoire de Rod. Au début, peu de gens croyaient que la relation durerait. L'écart d'âge était flagrant, les sceptiques plus bruyants que jamais, et Rod lui-même portait les cicatrices de tant de promesses brisées. Mais Penny était différente. Elle n'était pas éblouie par les projecteurs, ni consumée par ses tentations. Elle était calme là où les autres avaient été instables, stable là où les autres avaient dérivé. Plus qu'une amante, elle est devenue un ancrage tranquille pour un homme qui avait passé des décennies à être déchiré par la gloire. Leur romance a éclos lentement, presque prudemment, loin des tabloïds. Penny la rejoint lors de tournées, non pas comme une décoration, mais comme une partenaire, sachant instinctivement quand se tenir à ses côtés dans le chaos et quand le protéger de celui-ci. Pour la première fois depuis des décennies, Rod a ressenti le fragile miracle de l'équilibre. « Elle me donne la paix », dira-t-il plus tard, une simple confession qui portait le poids de toute une vie de tempête. En 2007, près de 8 ans après le départ de Rachel, Rod et Penny se sont mariés en Italie. À ce moment-là, Rod avait 62 ans, un homme qui avait vécu des vies entières de chagrin d'amour. Et pourtant, le voilà, se jurant à nouveau. Le mariage n'était pas un spectacle, mais un sanctuaire. Pour la première fois, le mariage ne concernait pas le glamour ou la rédemption, mais la gratitude. Avec Penny, il n'essayait pas d'effacer le passé, il apprenait à vivre avec. Ensemble, ils ont accueilli 2 fils, Alice Tister en 2005 et Hayden en 2011. En les tenant, Rod a ressenti une joie touchée par la crainte, comme si la vie lui avait offert une dernière chance extraordinaire. Pourtant, même cette joie portait la douleur de la conscience, il était maintenant un père plus âgé, des décennies séparées de la jeunesse imprudente qui avait perdu Sarah, plus âgé même que lorsque Kimberly, Sean et Ruby étaient petits. Le rire d'Alice Tister et d'Hayden l'a rempli d'espoir, mais aussi de la douleur silencieuse de savoir qu'il ne marcherait pas à leur côté aussi longtemps qu'ils le souhaitaient. C'est le prix à payer, a-t-il réfléchi, pour trouver l'amour tard dans la vie. Pourtant, la présence de Penny a transformé cette conscience en gratitude plutôt qu'en regret. Elle a nourri non seulement le cœur de Rod, mais aussi le foyer qu'il avait chassé pendant un demi-siècle. Un foyer non défini par des limousines ou des couvertures de magazines, mais par la constance, le pardon et l'amour qui ont perduré à travers les jours ordinaires. Les routines matinales, les dîners partagés, le rituel d'un baiser avant de dormir. Ceux-ci sont devenus les fondations d'une stabilité qu'il avait autrefois cru impossible. Contrairement au foyer fracturé de son passé, celui-ci a tenu pendant plus de 2 décennies. Leur mariage a enduré, bravant les tempêtes qui avaient détruit tous les liens auparavant. Ce chapitre de la vie de Rod est plus qu'une victoire personnelle. C'est un témoignage de résilience. Il enseigne que l'amour n'arrive pas toujours quand on s'y attend, ni sous la forme qu'on avait autrefois imaginée. Parfois, il arrive tard, après des blessures si profondes qu'on croit qu'elles ne guériront jamais. Et parfois, il exige un prix. La patience d'attendre, l'humilité de l'échec, le courage d'essayer à nouveau. Pour Rod Stewart, Penny Lancaster n'était pas la preuve que l'amour efface la douleur, mais que l'amour peut s'épanouir malgré elle. En regardant en arrière, il a dit que le bonheur qu'il a trouvé avec Penny est d'autant plus doux à cause du voyage qu'il a fallu pour l'atteindre. Chaque chagrin d'amour, chaque foyer brisé, chaque nuit silencieuse passée seule l'avait préparé douloureusement à reconnaître et à chérir le rare cadeau qu'elle lui apportait. En Penny, il n'a pas trouvé la perfection. Il a trouvé la présence, il n'a pas trouvé de feu d'artifice, il a trouvé la paix. Et pour un homme qui avait autrefois cru que l'amour était perdu à jamais, cette paix était la plus grande rédemption de toutes. Pourtant, même si Rod a trouvé en Penny la paix et la permanence qu'il avait cherchée pendant un demi-siècle, la vie lui a rappelé que la guérison ne se fait jamais sans épreuve. À peine avait-il commencé à construire un foyer stable que son corps l'a trahi. En 2000, les médecins lui ont annoncé une nouvelle qui l'a ébranlé jusqu'à la moelle. Le cancer. Tout a commencé avec une bosse, presque risible dans sa petitesse. Le genre de choses qu'un homme consumé par les scènes et les projecteurs pourrait écarter d'un revers de main. Mais cette fois, le rugissement de la gloire s'est tu.
Le diagnostic allait mettre à l'épreuve non pas sa voix ou sa gloire, mais sa volonté de persévérer une fois de plus, de se battre non pas pour les chartes ou les applaudissements, mais pour la vie elle-même. Le diagnostic a dépouillé chaque illusion. Le cancer de la thyroïde. L'ironie la plus cruelle pour un homme dont l'âme même vivait dans sa voix. Pour Rod Stewart, ce n'était pas seulement une maladie, c'était une condamnation à mort d'un autre genre, la mort possible de l'identité elle-même. Les nuits avant l'opération étaient interminables. Il restait éveillé imaginant le silence qui pourrait suivre, murmurant dans l'obscurité. « Sans ma voix, qui suis-je ? L'opération lui a sauvé la vie mais lui a volé son son. » Le ton rauque, le grognement disparu. À leur place, un faible murmure. Seul en convalescence, Rod a essayé d'entonner une ligne et n'a entendu que de l'air. Il a dit plus tard qu'il avait l'impression que son âme avait été coupée. Le silence hantait la maison, sa guitare restait intacte, son reflet insupportable. L'homme qui avait autrefois fait chanter le monde était soudainement sans voix, à la dérive dans le silence. La réadaptation était brutale. L'icône de Glastonbury ululait maintenant à travers les gammes comme un enfant. Chaque note craquait, poignardait sa fierté. « J'ai dû recommencer », a-t-il dit, comme un enfant qui apprend à marcher. Les semaines sont devenues des mois. Les progrès étaient lents, douloureux. Chaque ton faible, un rayon de défi. Il ne craignait pas la mort, mais de continuer à vivre sans voix. Pourtant, peu à peu, le son est revenu, changé, usé, mais vivant. Quand il a finalement chanté à nouveau, il a pleuré, non pas pour la gloire, mais pour le miracle d'être entendu. Puis, en 2016, le destin a frappé à nouveau, le cancer de la prostate. À ce moment-là, dans sa 70e année, Rod éblouissait toujours les arénas, l'éternel showman, mais derrière l'éclat, il portait un secret, se battant pour sa vie en silence. Pendant 3 ans, peu de gens le savaient, ni les fans, ni les manchettes. Seuls Penny et les enfants ont vu l'ombre derrière son sourire. « Je ne voulais pas de sympathie », a-t-il dit. « Je voulais le combattre en silence. » La nuit, lorsque les foules disparaissaient, la peur revenait. Il pouvait affronter la douleur, les opérations, même la mort, mais pas laisser ses garçons orphelins. Le traitement a commencé. La radiation, l'épuisement, les matins tremblants. L'homme dans le miroir était décharné, son ancienne fanfaronnade remplacée par la survie. Et pourtant, lorsque les lumières se sont nées, les lumières se sont levées, il a chanté. Chaque refrain est devenu un acte de défi, une prière sculptée dans la faiblesse. Un soir, trop fatigué pour se tenir debout, il a chuchoté à Penny « Pas encore, je ne peux pas les quitter encore ». Pour lui, la bataille n'a jamais été une question de gloire. Il s'agissait d'amour et de la beauté insupportable d'être encore vivant pour chanter. Lorsque Rod Stewart a finalement révélé en 2019 qu'il avait vaincu le cancer de la prostate, ce n'était pas une vantardise de rockstar. C'était un plaidoyer de survivant. « Je suis hors de danger », a-t-il dit, la voix tremblant de soulagement, exhortant les hommes partout dans le monde à se faire dépister et à ne pas laisser le silence les détruire. La foule a éclaté, mais pour Rod, la victoire était intime, le miracle silencieux d'être vivant. Pourtant, la survie est venue avec des cicatrices. Son corps, autrefois bâti pour le football et les scènes, avait été reconstruit avec des genoux en acier et une cheville soudée. Chaque performance est devenue un acte d'endurance. « Si je ne peux pas jouer, a-t-il admis, je ne sais pas comment vivre. » La scène n'était jamais juste du travail, c'était de l'oxygène. Malgré la douleur, les opérations et la convalescence sans sommeil, il a continué. Chaque spectacle était une bataille entre la volonté et la chair, entre le rugissement des fans et la douleur sous les paillettes. « J'ai été proche », a-t-il murmuré une fois. « Plus proche que je ne voudrais m'en souvenir. » Mais survivre à la maladie lui a donné une nouvelle vérité. Chaque lever de soleil était désormais sacré, chaque chanson une prière, son ton rauque n'a fait que vibrer. Il a témoigné, chaque note a déclaré « Je suis toujours là ». Dans ces dernières années, Rod a trouvé un équilibre doux amer, la paix en Penny, le rire chez ses enfants, mais une conscience plus profonde de la fragilité. Le bonheur exigeait désormais de l'humilité, se réveiller reconnaissant car chaque jour pourrait être le dernier. Le cancer, la douleur et le temps ne l'avaient pas brisé. Il l'avait affiné. Son corps a subi les conséquences, mais son esprit a perduré. À 80 ans,
il se tenait non pas comme une icône en voie de disparition, mais comme une preuve vivante de résilience. La voix immortelle chantant encore même après que tout ait essayé de la faire taire. En 2025, la fortune de Rod Stewart avait atteint près de 300 millions de dollars. La somme de 5 décennies d'hymnes, de chagrins d'amour et d'arénas conquis, il a vendu son catalogue de musique pour 300 millions de dollars, transformant une vie de mélodie en chiffres qui lui survivraient. Pour le monde, c'était un triomphe. Pour Rod, c'était une clôture. Sa maison parlait de légende, un domaine de 60 000 pieds carrés à Beverly Hills, d'une valeur de 74 millions de dollars, une grande résidence anglaise dans l'Essex, des garages bordés de Ferrari et de Lamborghini, et des yachts glissant sur le lac Caux. Pourtant, derrière l'opulence se cachait la vérité. L'argent ne pouvait pas acheter la jeunesse, ni faire taire la douleur. Les châteaux ne peuvent pas survivre autant, a-t-il admis. Sa richesse reflétait non pas la conquête, mais l'absence, la solitude du succès résonnant à travers les salles de marbre. Le luxe est devenu creux, le manoir est resté silencieux alors que le rire comptait plus que les lustres. Ses voitures ont pris la poussière, symbole d'une vitesse que son corps ne pouvait plus poursuivre. Les jets pouvaient traverser les océans, mais pas la distance entre le passé et la paix. L'argent construit des châteaux, pas la permanence, a-t-il dit doucement. Ce qui a perduré, ce sont les mains qui l'ont tenu pendant la maladie, la famille, qui attendait au premier rang lorsque ses forces faiblissaient. Il a laissé entendre que ses 8 enfants hériteraient non seulement de sa fortune, mais aussi de ses leçons, que l'amour dure plus longtemps que le luxe et que le sens ne peut pas être acheté. À quoi sert un château ? A-t-il médité. S'il n'y a pas de famille dans ces salles, divisant maintenant ses jours entre Beverly Hills et l'Essex, Rod ne mesure plus la richesse en pieds carrés mais en voix. Le rire de Penny, le bavardage d'Alice Tister et d'Aiden, l'harmonie de la réconciliation avec les enfants plus âgés, autrefois distants. Les dîners en famille, les trajets scolaires et les nuits tranquilles au bord de la piscine ont remplacé les nuits au champagne et les foules rugissantes. Il est devenu ce que la gloire lui avait autrefois refusé, un père présent, un homme satisfait de la simplicité. Pourtant, le temps exige son prix. Sa santé est surveillée de près, ses genoux reconstruits, sa cheville soudée, le cancer planant toujours à la limite de la mémoire. Il nage quotidiennement, mange avec discipline et boit avec modération, levant son verre non pas à l'excès mais à l'endurance. Le public voit encore les costumes élégants, les cheveux dorés, le scintillement du charme. Pourtant, le miroir montre les plis de la survie autour de lui. Les amis et les pères s'estompent un par un. Et dans ce cercle qui diminue, Rod Stewart se tient, plus âgé, plus humble, chantant toujours. Un homme qui a appris que la fortune est éphémère, mais que l'amour, la présence et la gratitude sont les seules richesses que le temps ne peut voler. En juillet 2025, lorsque Ozzy Osbourne, le compatriote, le père et le compagnon survivant de Rod Stewart des années les plus folles du rock, est décédé, la nouvelle l'a frappé comme un miroir. Ce n'était pas seulement du chagrin, c'était de la reconnaissance. Un par un, les géants de sa génération s'estompaient, le laissant parmi les derniers encore debout, tenant une torche qui scintillait contre l'obscurité. « C'est étrange », a-t-il murmuré doucement, d'être encore ici alors que tant d'autres sont partis. Aucune fortune, aucun applaudissement ne pouvait combler ce silence croissant. Le silence qui s'est installé là où le rire résonnait autrefois, où les voix familières ne répondraient plus jamais. Rod, qui avait passé sa vie entouré du rugissement des foules, a maintenant fait face à la douleur plus profonde de l'immobilité. Mais dans ce silence, il a trouvé la vérité. Ce qui comptait, ce n'était pas la gloire ou la fortune, c'était le rire de ses fils, la chaleur de la main ferme de Penny, la réconciliation des enfants qui semblaient autrefois perdus pour lui. Il avait appris la leçon la plus douloureuse de toutes. Le temps est la seule monnaie qui compte, et chaque lever de soleil est une grâce empruntée. Rod Stewart aujourd'hui n'est pas la star inébranlable des années 70, mais un homme à la fois humilié et affûté par les décennies. Cicatrisé, oui, mais toujours debout. Il porte sa richesse comme une armure, mais s'appuie sur l'amour comme le salut. Il ne chante pas pour les chars, mais parce que le silence ressemble trop à la mort. Bien que son corps se plie sous le poids des années, sa voix reste une rébellion contre le temps.
Derrière lui s'étend un héritage presque mythique, plus de 250 millions d'albums vendus, 12 albums numéro 1, 11 singles numéro 1 et un titre de chevalier de la reine Elisabeth II. Le garçon qui jouait autrefois de la musique dans les rues de Londres était devenu Sir Rod Stewart, un trésor national drapé non pas dans le privilège mais dans la persévérance. Et pourtant, la véritable mesure de sa vie ne se trouve pas dans les disques ou les récompenses. Elle vit dans l'endurance derrière eux, l'homme qui a perdu sa voix à cause du cancer et qui s'est battu pour chanter à nouveau, qui a survécu au chagrin d'amour et à la trahison, mais n'a jamais abandonné sa joie. Les scènes de sa génération sont maintenant plus vides, mais sa présence reste provocante. Non pas une relique, mais un témoin de tout ce que la musique a autrefois signifié. Il est la preuve que même lorsque le refrain s'estompe, la flamme peut encore brûler vivement. L'histoire de Rod Stewart n'est plus seulement celle de la gloire ou de la fortune, c'est l'anatomie de l'endurance, de la perte, de la rédemption et de l'amour récupéré. Il a construit des empires de chansons, perdu des foyers et des cœurs, a presque perdu sa vie, mais est toujours revenu sur scène. Parce que pour lui, arrêter de chanter, ce serait arrêter de vivre. Chaque tournée d'adieu devient un paradoxe, une promesse de repos qu'il ne peut tenir. C'est peut-être là sa plus grande vérité, que la création elle-même est sa foi et la performance sa prière. Alors qu'il approche de ses 80 ans, Rod se présente à la fois comme un triomphe et une tragédie. Un homme qui a tout mais qui brûle toujours de donner, il ne peut pas s'arrêter parce que la musique refuse de le laisser faire. Et c'est peut-être ce qui le rend immortel, le refus de s'en aller en silence, le désir inébranlable de continuer à chanter même lorsque la nuit approche. La question reste donc posée pour nous, son public, ses témoins. Rod Stewart devrait-il finalement déposer le micro et se reposer dans les bras de sa famille ou continuer à chanter jusqu'à son dernier souffle ? Parce qu'en fin de compte, son histoire ne concerne pas seulement la survie d'un seul homme, c'est l'histoire de tous ceux qui ont aimé, perdu et ont encore trouvé une raison de se relever lorsque la musique a presque cessé.